Bonsoir, je souhaite tout simplement vous remercier d'être aussi nombreux ce soir malgré le temps qu'il fait. Alors le hasard fait que ce soir on va parler du Haut Atlas et de la vallée d'Okeemden, qui est aujourd'hui en fait plutôt sous la neige que sous la flore. Donc nous partons pour une grande randonnée à l'Okeemden. L'Okeemden vu depuis Moul Ibrahim, cette chaîne en hiver avec le sommet de l'Okeemden à droite, au milieu, au fond, le Jbel Angour et à gauche Jbel Attar, et devant la grande barre du Tizrag, une grosse falaise que l'on voit très bien depuis Marrakech. La même chose au printemps, quand l'herbe apparaît, quand les fleurs apparaissent, on retrouve donc à droite le sommet de l'Okeemden, au fond Jbel Angour, à gauche plus petit le Jbel Attar, et le vallon de l'Assif Okeemden, Assif ça veut dire Oued, avec le petit barrage, et nous avons en fait les pieds sur le plateau de dalles de grès rouge qui descend en pente douce vers la station. La station elle-même étant cachée sur cette photo par le seul arbre originel de la station, qui est un genévrier thurifère. Alors cette station alors quand on recule par rapport à là où nous sommes, on arrive au bord du plateau, et le bord du plateau, c'est une belle falaise, celle qu'on voit de Marrakech, dominée par l'antenne, on l'aperçoit. À gauche, on retrouve le sommet du Jbel Ouka. C'est donc ce milieu que nous allons voir, et ce milieu, en fait, présente trois faces très différentes. En hiver, c'est la plus connue, c'est la neige, avec ses envahisseurs du dimanche. Au printemps, il n'y a plus personne, mais c'est couvert de fleurs. Et là, c'est vraiment le plus beau, la plus belle période. Et toutes ces herbes et toutes ces fleurs vont faire le bonheur des troupeaux, qui arrivent très exactement le 10 août, parce qu'il y a une gestion très stricte de ce pâturage d'altitude, occupé donc par les villageois des vallées environnantes. Et ils ne peuvent pas monter avant le 10 août. Le 10 août, ils montent avec leurs troupeaux, avec leurs moutons, avec leurs vaches, et avec les familles entières qui vont occuper les azibs. Azib, c'est maisons, bergeries, qui sont dispersées autour de la station de l'Okeemden. Voilà donc trois paysages différents de l'Okeemden. Je vous propose donc une rando botanique. Alors on arrive par la route, vous la voyez au fond, et quand on est sur cette route-là, avant d'arriver à la station, en contrebas, à gauche, on découvre le vallon de l'Assif Okeemden. Ce même vallon, un peu plus haut, en amont de la station, et on va pouvoir donc commencer à observer les fleurs dans les milieux humides. Au milieu de l'Oued, au milieu de l'Assif, pareil d'ailleurs dans le barrage, la renoncule aquatique. Elle aime l'eau, elle est entraînée par le courant, ça ne la dérange pas. Et si vous observez bien sur le rocher, vous verrez 2 ou 3 grenouilles. Les grenouilles, elles aussi, elles aiment l'eau. Et grenouille, en latin, ça se dit rana. Et c'est de là d'où vient le nom de ranunculus, renoncule, parce que ce sont des plantes qui aiment bien la proximité de l'eau. En bordure, les orchis. Des champs entiers d'orchis. On pourrait se rouler dedans, tellement il y en a.
Ces orchis, les voilà vus de près, et comme d'autres orchis, ils attirent les insectes viennent dans les fleurs, attirés par le nectar et le pollen, et ici, l'orchis a déployé une grande lèvre qui sert un peu de piste d'atterrissage pour aller chercher, au fond, le pollen qui l'intéresse et le transporter sur une fleur, sur une autre fleur. La renouée bistorte aussi, dans le vallon, occupe de grandes surfaces. La renoncule de Grenade, elle apparaît un peu plus tard, plutôt au mois de juin, et elle forme de gros massifs assez élevés, mais toujours très près de l'eau. Toutes ces renoncules, bon, le nom commun c'est bouton d'or, mais en fait, il y a de nombreuses sortes de renoncules. Et si on arrive à la bonne période, vers le mois de mai, on verra tous ces bords d'acifs avec ces très jolies fleurs bleues, la scie d'Espagne ou fausse jacinthe. La voilà, avec ses belles couleurs bleues. Si on s'éloigne un petit peu de l'acif, il y a encore des milieux humides, des prairies. Et ces prairies, ces pelouses humides, en fait, ce sont les futurs pâturages. 4 mois plus tard, elles seront entièrement utilisées par les moutons ou par les vaches. Nous sommes là dans un petit affluent de l'Assif au Caïméden qui s'appelle Assif Tifergin. Au fond de l'Assif Tifergin, on devine des constructions, des azibes, on les verra plus tard, et tout au fond, la masse imposante du Jvel Angour. Dans ces prairies, très tôt, dès le mois d'avril, ce que nous appelons les jonquilles, ce sont en fait des narcisses avec cette forme de trompette. Et ces narcisses, par la suite, sont remplacés avec les mêmes couleurs par une renoncule bulbeuse qui couvre de grandes surfaces, toujours dans ces zones plus ou moins humides. L'axaxifrage, en blanche. Le céreste des champs, très courant, on le trouve aussi dans les Alpes. Et des champs entiers d'arméries de l'Atlas. Mais dès qu'on s'éloigne des zones humides, alors là, c'est la montagne, avec ce qui caractérise, nous sommes à 2600 mètres, et nous montons Jvel Caïméden, 3002, Jvel Angour, 3005. Et à ces altitudes-là, il n'y a plus d'arbres, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de contrastes de température. Et en fait, les seules plantes qui résistent véritablement, ce sont ces coussins, appelés familièrement coussins de belle-mère. En fait, ce sont des xérophytes épineux. Xéro, ça veut dire sec, et phytum, c'est la plante. Pourquoi ces coussins? Pourquoi cette forme de coussin très proche du sol? Parce que ces xérophytes épineux vont résister au vent. Ils sont proches du sol, ils vont résister au vent. Et d'autre part, cette forme de sphère, de demi-sphère, va créer à l'intérieur un microclimat qui fait que les écarts de température à l'intérieur sont beaucoup plus faibles qu'à l'extérieur. Un des problèmes de la montagne, ce sont des fortes différences de température, de fortes amplitudes de température. Or là, à l'intérieur du coussin, les écarts de température sont beaucoup plus faibles. Épineux, parce que en fait,
il y a aussi le problème de l'aridité. Et un des moyens pour résister à l'aridité, et on le voit dans toutes les régions semi-arides ou désertiques, c'est de développer des épines à la place des feuilles. Alors ces coussins, ils commencent à fleurir dès le mois d'avril, avec différentes couleurs. Les premiers à fleurir, c'est le cytise, un cousin du genêt, Cytisus balansae, c'est une endémique. Alors endémique, nous allons souvent trouver ce mot-là, c'est une espèce que l'on ne trouve que dans une région. C'est-à-dire ça peut être le Haut-Atlas, ou bien ça peut être le Maroc, ou bien ça peut être l'Afrique du Nord, mais on ne le trouve que dans cette région. Par exemple, il y a une endémique que vous connaissez bien, c'est l'arganier. L'arganier est une endémique du sud-ouest du Maroc. Donc ce cytise-là, il a de très petites feuilles, il les perd rapidement, et en fait ce sont les tiges vertes qui vont assurer la fonction chlorophyllienne qui permet la photosynthèse. Peu après apparaissent les alissons épineux, roses, toujours en coussin. C'est une crucifère parce que les pétales, les 4 pétales sont disposés en croix et il y a 6 étamines, très caractéristiques de cette grande famille des crucifères. Le buplèvre épineux, c'est probablement le coussinet épineux le plus fréquent. On le trouve dès 1000 mètres d'altitude, sur des surfaces entières. À la fin de l'été, il a perdu ses fleurs et l'extrémité des rameaux s'est durcie, comme des épines, et s'est jaunie. Par contre, au printemps, le voilà, grossi, la photo est très grossie parce qu'en fait ces petites fleurs jaunes sont très petites et très appréciées des insectes. Vous pouvez deviner la taille, c'est une sorte de guêpe qui est là et la photo a été très grossie. Le buplèvre épineux. Alors, un autre coussin épineux qui est très pittoresque, il a des couleurs extraordinaires et il ne dure pas longtemps. Il y a un endroit où on peut le voir. Alors si vous allez à Lucca, c'est facile. Vous avez sur le plateau de Lucca un seul genévrier turifère, il est tout seul, on le voit de très loin, et au pied de ce genévrier turifère, il y a ce coussin épineux que l'on appelle une erinacée. J'ai été amusé par le nom en espagnol, Corinne de Monja, ça veut dire un coussin de nonne, de moniale ou de nonne. Bon. Donc, regardez les épines au bout des tiges, très appréciées des insectes, couverts de papillons, couverts de coccinelles, de coléoptères divers pendant le printemps. Mais il ne dure pas très longtemps. Il dure 2-3 semaines, il faut tomber au bon moment pour le voir avec ses belles couleurs. Un autre épineux, la sabline piquante, moins fréquente, mais très piquante. Le bout des feuilles est particulièrement piquant. Et enfin, l'astragale, c'est pas vraiment un coussin, c'est plutôt un tapis qui peut tapisser, recouvrir des zones entières. Et gare au randonneur qui a glissé sur la pente et qui a atterri dans l'astragale. N'est-ce pas, Jeanne? Elle n'est pas là. Parce qu'elle est vraiment très piquante. On va faire un petit détour par ce plateau de dalles de grès rouge, de rochers de grès rouge, entre lesquels la végétation subsiste, ce n'est pas très humide, donc c'est une végétation qui s'est adaptée. Ces dalles, en fait, ce sont les dalles qui ont fait le bonheur des graveurs, des bergers, qui, il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, ont gravé les fameuses gravures rupestres que l'on peut découvrir alentour.
Quelques buissons, pas beaucoup. Le cytise à grandes fleurs, c'est une papilionacée. On peut reconnaître les différents éléments d'une fleur de papilionacée, comme le genêt par exemple, avec en haut un grand pétale qu'on appelle un étendard, sur le côté 2 pétales qu'on appelle les ailes, et en bas 2 pétales soudés qu'on appelle la carène, d'où émergent les étamines et le style qui s'est enroulé. Le cytise à grandes fleurs. L'alisson de l'Atlas, apprécié par les papillons. Et la catananche gazonnante. Gazonnante parce qu'en fait, elle recouvre des surfaces entières et les feuilles vont durer tout l'hiver. Quand on marche en hiver ou en automne, on continue à voir les fleurs, les feuilles. Cette catananche gazonnante, jaune, a une particularité, ce sont ce qu'on appelle les bractées, c'est-à-dire des sortes de feuilles transparentes qui protègent le capitule et qui sont translucides, un petit peu membraneuses, à la fin de la floraison. Et elle est souvent associée à une autre plante gazonnante qui lui ressemble beaucoup, la scorzonaire gazonnante, très appréciée des insectes. Et alors ces insectes, que vont-ils faire? Ils vont aller récolter le pollen et transporter le pollen sur une autre fleur et particulièrement sur les stigmates qui émergent en crosse, on les voit très bien, et ce sont ces stigmates qui vont réceptionner le pollen. Voilà à droite la scorzonaire, à gauche la catananche. Toujours à ras de sol, avec des feuilles bien piquantes, le cartame ou le cardoncelle, toujours très apprécié ici des coléoptères. À ras de sol, moins piquant, la jurinée. Très fréquente, la campanule à tige filiforme. On peut la voir dès l'altitude de 1000 mètres au Timenkar, par exemple, on voit cette campanule avec ses jolies couleurs. Elle va se mettre au ras de sol. La voilà bien ouverte. On voit les étamines et on voit le style qui a déployé 3 stigmates. Le thym serpolé de l'Atlas, qui forme des coussinets. Toute cette végétation est souvent à ras de sol, toujours pour les raisons climatiques dont nous avons parlé. L'hélianthème safrané, qui mérite bien son nom de safrané par ses couleurs. Et le rhodanthème catananche. Alors ce rhodanthème catananche, il a des couleurs extraordinaires parce que les ligules, c'est-à-dire les faux pétales qui entourent la fleur de composé, ces ligules sont blancs avec à la base pourpre et le cœur est orange. Voilà le rhodanthème catananche. L'œillet sylvestre, courant, classique, il a déployé son style et au bout du style, 2 stigmates. Et on peut même des sortes de petites papilles un petit peu collantes qui auront pour rôle de réceptionner les grains de pollen apportés par les insectes. L'inule des montagnes, qui sent très bon. Voilà. Le vélard à grandes fleurs, c'est une crucifère avec ses 4 pétales en croix. L'antillide vulnéraire, la mauve de Tournefort. Alors, la mauve est une plante qui est en fait une cousine de l'hibiscus que vous connaissez bien, avec une caractéristique qui est commune. Si vous observez les hibiscus, vous verrez que toutes les étamines
sont rassemblées en une seule sorte de colonne, et c'est la caractéristique de cette famille des Malvacées. L'anthémis pédonculé, qui se reconnaît, donc ce n'est pas une marguerite, c'est une anthémis. Elle a des feuilles très divisées, à la différence de la marguerite, et puis, quand elle a été fécondée, les ligules blanches vont se rabattre vers l'arrière. Voilà l'anthémis pédonculé, qui a une odeur très agréable. La phalangère, très élégante. La catananche, bleu ou bleu-violet. Et le muscari à toupet. Alors le muscari, c'est une plante assez commune, souvent en bordure de champs. On peut la trouver à toutes les altitudes. A comme caractéristique, le toupet, c'est en fait l'espèce de chevelure qu'il y a au sommet de l'inflorescence. Ce sont des fleurs au sommet qui sont des fleurs stériles, mais elles ont de jolies couleurs. Et alors, elles ont pour fonction d'attirer les insectes. Par contre, en dessous, des petites fleurs avec verdâtre, avec une couleur beaucoup moins attirante, en forme de grelot, sont les fleurs fertiles. Et donc, l'insecte est attiré par les fleurs, la couleur des fleurs stériles, et après va descendre pour aller chercher le pollen dans les fleurs fertiles qui sont en dessous. Le muscari à toupet. L'épervière fausse piloselle, que l'on a surnommée oreille de souris par ses feuilles avec de longs poils. La sauge, fausse verveine, une parmi d'autres sortes de sauges. La véronique rosée. L'œillet de Lusitanie. Alors là, nous arrivons à des plantes qui aiment bien les fissures de rochers. Elles vont trouver un petit peu de chaleur, elles vont se mettre à l'abri dans les fissures de rochers. Et c'est le cas de cet œillet de Lusitanie qui forme de très beaux bouquets, plus petits que l'œillet sylvestre. La jasionne, elle aussi, va se mettre à l'abri des fissures de rochers. La spérule, pareil, dans les fissures. Je vous propose maintenant de monter sur un des sommets. Ce sont les montagnes cristallines avec des roches granitiques grises ou verdâtres. On retrouve à droite Jebel Oukaïmeden, au fond Langour, qui sur le plan montagnard est déjà nettement plus soutenu. D'accord. On aperçoit même tout à fait au fond de la photo, tout à fait au fond à droite, le Jebel Tazarart, mais là on est vraiment dans la haute montagne. Alors on va partir sur le Jebel Oukaïmeden, qui n'est pas très difficile à faire. On a 600 mètres de dénivelé à faire, la crête est bien marquée. C'est ce Jebel sur lequel a été installée la station de ski et notamment le télésiège qui monte jusqu'au sommet. Et le voilà, le Jebel Oukaïmeden, qui se reflète dans le lac du barrage. On retrouve nos renoncules aquatiques blanches sur le lac du barrage. L'autre Jebel, c'est le gros Jebel Angour, très massif, avec ses deux piliers sombres que l'on reconnaît de loin. Et cette montagne-là a beaucoup de plantes endémiques. Il y a un taux d'endémisme nettement supérieur à d'autres zones de l'Atlas. En bas des pentes, cette espèce de tulipe, pourpre foncé, violet foncé, verdâtre, la fritillère. Un peu plus haut, assez rare, le pavot de l'Atlas. Je l'ai pris un jour de grand vent et il n'arrêtait pas de bouger, mais il a une très jolie couleur. La linière triste, encore une endémique, triste
par ses couleurs. Le myosotis de l'Atlas, encore une endémique. Et là, ce myosotis, comme les autres myosotis que l'on peut voir, mettons, dans les Alpes, déploie une signalétique des couleurs assez étonnante pour attirer les insectes. En effet, quand il est en bouton, il est rose, violet clair. Et puis après, vous apercevez au centre une tache jaune. Cela veut dire qu'il y a du pollen et qu'il y a du nectar. Et donc les insectes sont attirés par cette couleur à la fois bleue et jaune. Et puis quand la fleur a été fécondée, la tache jaune du milieu disparaît, elle devient blanche, il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de nectar. Messieurs les insectes, ce n'est pas la peine de venir, c'est trop tard. Voilà donc la signalétique des couleurs du myosotis. La pâquerette bleutée, qui est une endémique très petite, avec cette couleur un petit peu donc bleutée, rose-mauve. Le rhodanthème de l'Atlas, qui lui aussi change de couleur. Une fois qu'il a été fécondé, les ligules se rabattent vers l'arrière et rosissent, deviennent roses. Le rhodanthème de l'Atlas, qui apprécie beaucoup les rochers. Le Cirsium d'iris, avec, j'ai eu des difficultés pour traduire d'iris, qui vient en fait du mot adrar, qui veut dire la montagne, chez les Berbères. C'est une endémique. On peut la voir notamment près des installations de ski sur le flanc de Jebel Ocaïmeden. C'est un espèce de gros chardon très piquant et très laineux. En redescendant versant nord du Jebel Ocaïmeden, on passe par des vallons plus ou moins humides et on voit le Népéta, encore une endémique. La campanule de Maire, alors, hommage à Monsieur Maire, qui est le botaniste le plus connu, qui a travaillé dans les années 40-50 et qui a fait la première flore la plus complète qui sert encore de référence, la flore de Maire, et qui a donc donné son nom à de nombreuses endémiques, comme cette campanule. Une autre endémique, l'arabette rougissante. Pourquoi ? Parce que quand elle commence à se faner, ses pétales commencent à rougir. Dans les creux très humides, les petits vallons, les petits filets d'eau humides, le cirse à épines d'or. J'ai traduit à épines d'or parce que acanthe ça veut dire l'épine, et chrysos ça veut dire doré. Et il n'a qu'à regarder ce cirse, éviter d'aller le piétiner, pour voir qu'il mérite ce nom de cirse à épines d'or. C'est encore une endémique qui occupe les vallons humides. En redescendant de ces sommets, on va passer près des azibes. Là, on aperçoit les azibes tifergines. On va passer au bord des chemins, on va traverser la station et on va là rencontrer des plantes qu'on appelle des rudérales, c'est-à-dire qui poussent plus ou moins sur les décombres, et certaines parmi elles sont plus ou moins invasives, et c'est notamment le cas du pastel jaune qui recouvre des surfaces entières en bordure de route au pied de la montagne. Ce pastel était, son nom en latin, Isatis tinctoria. Pourquoi tinctoria ? Parce qu'on l'utilisait pour faire de la teinture. En effet, au siècle dernier, dans le sud-ouest de la France, on fabriquait avec les feuilles une pâte, pasta, et cette pâte permettait d'avoir une teinture bleue, d'où le nom de pastel. Apparemment, ce type de pratique n'existait pas au Maroc. L'anacycle pyrètre,
dans les rochers, en bord du chemin, très fréquent. On le reconnaît parce qu'il est très bas et l'arrière, le dessous des ligules est rouge pourpre. La racine est très utilisée en pharmacie ou dans la pharmacopée traditionnelle. La mauve sylvestre, donc cousine de la rhombisa, la mauve sylvestre, on la voit fréquemment auprès des azibes, en bordure des azibes. Par terre, si on ne fait pas attention, on marche sur cette plante-là qui paraît totalement anodine, qui recouvre des surfaces entières. Si on ne fait pas attention, on y marche dessus. Mais si on la regarde de près, on s'aperçoit que la fleur est très jolie, avec ces bractées transparentes. On l'appelle la paronychie argentée et on l'a comparée à un tapis de prière, le hidora. Le pissenlit luisant, le trèfle pied de lièvre, du fait de la douceur de ses inflorescences, la vipérine faux plantain, vipérine parce qu'on a comparé la forme de ses fleurs à une gueule de vipère, très courante. Nous allons partir maintenant vers la falaise. Et cette falaise du Tizrag, celle qui termine donc brutalement le plateau, abrite des arbustes qui aiment avant tout être très aérés. C'est le cas de la mélanchée. La mélanchée s'accroche à la falaise, pas facile de le photographier de près. Le voilà au printemps et le voilà en fruits. C'est une rosacée, c'est-à-dire que en fait les fruits, comme des toutes petites prunes, mettons, les fruits sont mangeables. Une autre rosacée, l'églantier de Sicile. Juste en dessous de la table d'observation, l'ancienne table d'observation, quand on monte sur la falaise, on passe devant l'observatoire, qui est assez récent, on passe devant l'antenne, et après on peut continuer à monter, et on monte où il y a une ancienne table d'observation, malheureusement détruite, mais qui est le point le plus haut de cette falaise du Tizrag, et juste en dessous, cet alisier qui se détache de la falaise avec c'est en automne, donc il est en fruits. Autre arbre qui apprécie la falaise, le houx, le groseillier sauvage, ce qui fait des sortes de groseilles qui ressemblent aux groseilles à maquereau. La fleur, elle a maximum 1 centimètre de largeur. Et le pittoresque, ce sont les deux alliés là. Alors là, nous sommes vraiment dans les endémiques de chez endémiques, et ce sont des fleurs qui s'accrochent à la falaise. Quand je suis allée les photographier, je suis descendue et je ne savais plus trop comment remonter, parce qu'elles sont vraiment accrochées contre la falaise, et elles se distinguent par ces sortes de globes dorés. L'allié là à feuilles plates, et sa cousine, l'Aliella balii. Impossible de traduire en français parce qu'elle est vraiment endémique, complètement collée, contre la falaise. Le daphné purgatif qui forme des buissons dans les rochers, purgatif, il mérite bien son nom, il est plutôt toxique, voire abortif. Très joli narcisse rupicole, c'est-à-dire des rochers, qui apparaît très tôt dans la saison, à l'abri, à l'ombre, sous les falaises, dans les rochers. Très élégant, narcisse blanc. Toujours dans les rochers, l'orpin à feuilles épaisses. Il est sur la couverture du livre. Toujours dans les rochers, la porcelle. C'est une endémique. Nous descendons maintenant
on aperçoit en haut l'antenne. De l'autre côté de la falaise, nous descendons vers l'étage du genévrier turifère. Le genévrier turifère, c'est le dernier arbre en altitude au Maroc. À partir de 1800-2000 mètres, il apparaît et il peut monter très haut. C'est une formation ouverte, c'est-à-dire que les arbres parsèment la pente. Ce sont des arbres très précieux, malheureusement trop souvent abîmés. Voilà un exemple de ce genévrier turifère massif. Un autre qui a été très abîmé, coupé, recoupé. Nous sommes là, pour ceux qui connaissent, au pied des rochers d'escalade de Lucca. Et là, les genévriers ont été très abîmés. Une autre forme de genévrier turifère, et on voit bien comment les racines vont se développer et vont jouer le rôle de ces racines en montagne, de retenir le sol. Les fruits du genévrier turifère n'apparaissent que c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire que l'arbre mâle et l'arbre femelle sont distincts. Ici, les fruits, ce sont des cônes charnus, qu'on appelle des galbules. Et si vous regardez bien les feuilles du genévrier turifère, comme des autres genévriers, ce sont de petites écailles plaquées contre le rameau, et à la base de ces écailles, on aperçoit de petites taches blanches. Ces taches blanches, ce sont les glandes résinifères. En effet, turifère, ça veut dire porte-encens. Et le genévrier turifère, chauffé au soleil, dégage une odeur très caractéristique qui est liée à cette résine. Parmi les fleurs de ces bois de genévrier turifère, une molène endémique. Et quand on monte vers Lucca, on aperçoit ces genêts floribonds. Ça, c'est au bord de la route que j'ai photographié ça. Le genêt floribond, il dit bien son nom, parce que la floraison est très très abondante. Le voilà encore, le genêt floribond. Tout ça, ça a été pris en bordure de la route quand on monte vers la station. L'Orménis carieuse, ce sont des petits buissons. Il y en a dans toute la moyenne et la haute montagne. Et quand on marche, quand on randonne à partir du mois de mai-juin et tout l'été, cette odeur de l'Orménis carieuse est vraiment très prégnante. C'est vraiment l'odeur de la montagne, de la moyenne et haute montagne. La Carlina brachylepsis, impossible de traduire, la carline, est très très fréquente. 2000 mètres, on la voit, on marche dessus, elle est piquante. C'est, comme les carlines, une fleur, une composée un peu particulière, parce que, en fait, le capitule est protégé par des bractées, et les dernières bractées, celles qui sont, donc il y a des bractées qui ressemblent aux feuilles, et les dernières bractées là, ce ne sont pas des libules, ce ne sont pas des pétales, ce sont en fait comme des feuilles qui sont là pour protéger la fleur, le capitule. Un chardon à grosse tête. Le cirque-altitude, au printemps, en bas à droite, c'est une rosette de feuilles piquantes avec ses nervures blanches. Et puis, en mai-juin, il développe une grande tige avec les fleurs mauves. L'équinoxe très épineux, vous devinez, équinoxe, ça veut dire en fait tête de hérisson. Vous devinez, chaque fleuron a 5 lobes, et entre les fleurons, les grandes épines qui se déploient. La linaire à tiges multiples. La linaire, c'est une fleur qui ressemble à la gueule de loup,
mufliers que l'on a dans nos jardins, avec une différence, c'est qu'il y a à la base de la fleur un éperon très long, et les insectes vont aller chercher le nectar au fond de cet éperon. Deux fleurs qui se ressemblent, mais en fait qui n'apparaissent pas à la même époque. En automne, la Merendera, avec 6 étamines, et cette Merendera, en fait, a comme caractéristique qu'elle apparaît d'abord, un peu comme les colchiques, et les feuilles apparaîtront après. L'aromilée, elle, apparaît plutôt à la fin de l'hiver, et elle n'a que 3 étamines. Dans cette zone des genévriers turifères, une cousine de la scabieuse, le Pterocephalus depressus, impossible de traduire, ça voudrait dire en gros une tête ailée, gazonnante, quelque chose comme ça. Mais elle est très jolie et elle recouvre de grandes surfaces. Et nous allons terminer notre circuit en empruntant l'ancienne piste de Lucca, celle qui monte depuis Sidi Fars et qui va rejoindre la route de Lucca, à peu près dans le bois de cèdre, à peu près 2 kilomètres avant la station. Cette ancienne piste de Lucca est plus ou moins entretenue par les carriers, puisqu'il y a dans tous ces plateaux de grès rouge, il y a une abondante exploitation de ces dalles de grès que l'on retrouve dans nos jardins et dans nos maisons. Et cette ancienne piste de Lucca a fait l'objet d'importants travaux de reboisement à l'époque du protectorat et encore maintenant, à partir d'une pépinière de reboisement qui se trouve dans le bas à Tadmant. Ces espèces de reboisement, les voilà. Le pin maritime du Maghreb, c'est une espèce de reboisement avec de très longues épines, de très longues aiguilles. Il est là à l'époque où les cônes d'étamine sont en train de s'ouvrir et on peut presque deviner le pollen, le vent qui va répandre le pollen. Le robinet faux acacia, si vous avez l'occasion de passer le long de cette piste au moment de la floraison de robinet faux acacia, vous sentirez une odeur extraordinaire. Il est particulièrement mellifère et il attire beaucoup les insectes. Vous pouvez l'apercevoir d'ailleurs dès le début de la route de Lucca, dès le début de l'embranchement de la route de Lucca, il y a ce robinet faux acacia. Alors, une petite remarque au sujet du robinet faux acacia qui me pose problème. Si vous voyagez dans le sud-est de la France, vous aurez peut-être remarqué que ce robinet faux acacia est devenu une véritable invasive. Ça et les lentes, ce sont des catastrophes parce qu'ils sont en train de manger tous les autres arbres dans le sud-est de la France, ou peut-être ailleurs, enfin moi je connais le sud-est. Et étonnamment, ça n'est absolument pas le cas dans le Haut-Atlas. Et on termine par le cèdre de l'Atlas. Nous sommes donc là pas très loin de la route, peu avant la station, avec ces cèdres. Ce sont des cèdres de reboisement, mais ce sont les mêmes que ceux du Moyen Atlas, avec leurs cônes d'étamine en haut et les petits cônes femelles en train de se former en bas. Et voilà. Voilà. Bon, et ben au printemps, montez, n'hésitez pas. Je vous donne dans le guide, il y a quelques indications de balade, facile, moins facile, de tous les niveaux.
il y a des indications, donc vous pouvez voir tout ça au printemps. Et qui sait, peut-être que Emmanuel, on organisera, voilà Emmanuel, il est là-bas au fond. On organisera une sortie là-haut. Il faut attendre que la neige soit passée. Mais je pense que cette année, ça va bien se présenter parce que vu la saison, la neige, la pluie et la neige, je pense qu'on aura une belle floraison au printemps, ce qui n'est pas toujours le cas. Le printemps dernier, c'était moche. Les photos, Dieu merci, je les ai prises au printemps précédent, printemps 2015, qui a été particulièrement arrosé. Et d'un printemps à l'autre, il y a de très grosses variations. Et en fait, tout se passe en 4 mois, quoi, parce que en avril, bon, ça y est, la neige a fondu, et les premières fleurs apparaissent, vous voyez les premières jonquilles, et puis avril, mai, juin, juillet, le 10 août, les troupeaux arrivent, et puis alors après, en septembre, ça y est, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a presque plus rien. C'est normal, c'est la fonction de cette station-là. Et bon, un seul regret au sujet de la station, c'est que la voirie est assez catastrophique, malheureusement. Et que, bon, il y a des fois, en automne, quand on se balade, on aimerait bien ne pas voir autant de svel, mais enfin, voilà, ça c'est le problème de la station. On a quand même évité le projet Qatari ou je sais pas quoi, d'une super station de choc. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Dieu merci, les pasteurs, les bergers ont encore leur espace qui a été bien préservé. Voilà. Je suis en train de préparer, toujours avec les éditions Sarrazine, le tome 2, à savoir que là nous sommes au-dessus de 2000 mètres, mais il y a encore la montagne depuis le Piémont, donc depuis à Itourir ou à Mizmiz, ou depuis le Piémont jusqu'à 2000 mètres, il y a encore la montagne et je suis en train de préparer à peu près l'équivalent. Voilà. Merci. Merci, bravo.